Mais oui, bien sûr qu'il y a des lois, mais elles ne protègent rien puisqu'elles sont inapplicables. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content d'être avec toi aujourd'hui, cette introduction est fabuleuse, j'adore. Merci à Gabi de m'avoir envoyé tout ça, ça va être une émission magique, grandiose, sublime, royale, que dis-je. Oh là là, les dieux m'écoutent, tu m'écoutes, oh, tu vas voir, ça va être fabuleux. Donc argent bloqué, le propriétaire et l'ennemi, on va le tuer, on doit abattre le propriétaire, tu sauras que nous sommes des cibles. Tu vas voir, c'est une émission de folie qu'on va faire ensemble, mais avant, comme d'habitude, comme veut l'usage, pense à me laisser un commentaire avec une note, je te l'ai dit, objectif 300 notes et commentaires, c'est l'objectif, je veux que tu le fasses. Et surtout, si tu rentres dans la famille, si tu veux faire partie de la famille, prends le téléphone d'un de tes amis et abonne-le sauvagement à cette émission. Et si tu me dis, oui mais Nicolas, je l'ai déjà fait, fais-le à un nouvel ami, bordel. C'est pas compliqué, ok ? Bon voilà, ça c'est fait. C'est le petit quart d'heure énervement. Bon, cette émission, elle est énorme. C'est une émission que j'ai travaillé, bien évidemment, qui est bien réfléchie et qui ne va pas dériver sur de la politique, des gilets jaunes ou je ne sais quoi. On va se concentrer, vraiment, mais se concentrer sur l'argent. L'argent stérile, l'argent peu productif, l'argent bloqué. Et donc, je vais me concentrer finalement sur toute cette partie du... pourquoi et comment on se retrouve à haïr un propriétaire, ou plus précisément à haïr la manière dont notre argent, je fais partie de ta famille, on est pareil mec, toi et moi, comment on en arrive à désirer abattre les propriétaires, ou en tout cas à les saigner à blanc, à récupérer tout ce qu'ils possèdent. Voilà, enfin, un petit peu l'opposition de la démarche de notre très cher ami Jean-François. Tu sais que j'appelle tous les présidents Jean-François. On en restera là, peu importe son nom de famille, il ne m'intéresse absolument pas, et tu verras qu'on va discuter de sujets très intéressants. Cette émission va être sur un fond d'enregistrement sonore. Je t'invite d'ores et déjà, si tu veux participer aux émissions, à aller sur la page Facebook. Tu as une manière de m'envoyer soit des bandes son pour que je les intègre comme là. Enfin, tu peux faire comme a fait Gabi. Je remercie Gabi pour cette superbe demande que j'apprécie tout particulièrement, parce que ça va être une émission fort intéressante. J'ai pas encore trouvé comment j'allais dire ça. Patrick Magnéto. Si jamais M. Macron déroulait son agenda, on sait que le propriétaire, je dis pas que c'est l'ennemi, mais enfin, c'est quand même l'emblème d'un argent stérilisé, d'un argent qui n'irrigue pas le système, qui ne participe pas à la croissance. Sauf que on ne peut pas avoir la même position vis-à-vis de l'immobilier si on est français, allemand ou américain. En Allemagne, un retraité, il sait qu'il ne sera pas mis dehors par le propriétaire qui veut le récupérer pour sa fille ou pour ce que vous voulez. Quand vous êtes en Allemagne, vous êtes le plus souvent le locataire d'une grande compagnie d'assurance ou d'une banque. Le propriétaire ne va pas vous foutre à la porte, jamais. Et votre loyer va rester supportable. En France, vous êtes, dans la majorité des cas, à la merci de l'instabilité, du bon vouloir du propriétaire. Et je ne fustige pas le propriétaire, parce que quand d'un seul coup, un enfant a un problème professionnel, qu'il n'a plus de logement ou qu'il faut lui retrouver un toit, il est normal qu'il occupe le studio possédé par les parents. Mais pour le locataire, c'est évidemment une instabilité qui n'existe pas en Allemagne. Donc il n'y a pas l'instabilité et il y a des loyers abordables. En France, c'est le contraire. C'est instable et les loyers sont inabordables. Donc on peut comprendre que les gens cherchent effectivement à acheter un toit, parce que la situation alternative, elle n'est pas du tout confortable. Alors là, tu viens d'écouter un passage fort intéressant d'une personne qui nous explique finalement, qui nous décrit une situation. Il y a 2 points très intéressants que je vais souligner dès maintenant dans l'émission. Le premier point, c'est bien évidemment où la personne déclare que le marché immobilier français est instable. Donc on va revenir sur ce sujet-là, ne t'inquiète pas. Puis il y a une deuxième partie où la personne nous explique le mode de fonctionnement français, avec le mode de fonctionnement de l'immobilier français, la possibilité finalement que peut avoir un propriétaire d'expulser pour un motif sérieux une personne qui occupe un logement, et donc de l'occuper
fait à son tour pour lui-même ou un de ses enfants directs, d'accord, ascendant ou descendant, ou pour une vente, etc. Et qui donc relate finalement la situation qui est réelle, qui est française, qui consiste à dire que finalement quand tu occupes un logement, ben tu n'es pas, en tout cas, tu n'es pas en tant que locataire dans une forme de certitude en France, même si si je creusais la partie juridique, notamment à partir d'un certain âge en France, dans le droit des baux, il y a une juridiction qui devient plus forte où je pourrais souligner ces éléments-là dans cette émission. Ce n'est absolument pas l'axe que j'ai choisi. Donc aujourd'hui, on va se concentrer très peu sur la partie finalement expulsion et relations locataire-propriétaire. On va essentiellement se concentrer sur la partie qu'a évoquée au tout début la personne, à savoir premièrement le fait que Macron a clairement décidé de s'attaquer à cet argent qui est bloqué. Donc on va se concentrer, tu l'as compris, sur le fait que l'argent est bloqué. Et puis ensuite on va aussi dériver sur des comparaisons comme l'a fait la personne à juste titre avec d'autres pays tels que l'Allemagne, l'Europe, etc. Donc allons par étapes. On va commencer en grand 1 par parler de l'argent stérile, puis en grand 2 de l'argent peu productif et en grand 3 de l'argent bloqué. Et après, on arrivera tranquillement sur la conclusion de cette émission. Si tu es assis, c'est très bien. Sois concentré, ça va être une émission peut-être un petit peu technique avec des données intéressantes. Et si tu n'es pas assis, assis-toi, parce que c'est parti, on décolle. Accroche ta ceinture, c'est parti. Alors écoute, déjà, je vais envie de te rassurer. Quand la personne elle emploie le terme de marché instable, tu pourrais croire qu'il définit le marché immobilier comme instable. Soit tu peux comprendre sous forme d'une bulle spéculative prête à exploser, soit sous forme d'un marché qui est finalement peu fiable. Alors tu me diras, c'est pas le même mot, il a employé le terme instable, mais moi je pense qu'on peut interpréter ces propos de la manière suivante, à savoir que c'est un marché qui n'est pas fiable dans le sens où tu n'es pas sûr de retrouver ta mise de fonds. Alors moi, je voudrais déjà clarifier cette notion, d'accord ? Et faire un parallèle, d'accord, avec le marché instable et l'argent stérile. Alors, l'argent stérile, c'est quoi ? C'est de l'argent qui ne se reproduit pas. Et donc, effectivement, là où je vais le rejoindre et où je vais souligner que cette personne a la raison, c'est sûr que quand tu achètes ta résidence principale et au vu de la situation fiscale de la résidence principale en France, il est vrai qu'il est tout à fait juste de qualifier l'argent placé dans une résidence principale occupée par le propriétaire d'argent stérile. C'est de l'argent bloqué dans une résidence principale et qui, de manière tout à fait logique, ne produit aucune richesse dans le système économique classique tel qu'on l'entend. Tu vas voir, on va avoir des données fort intéressantes tout à l'heure dans la deuxième partie à ce propos. Mais ce sur quoi on va se concentrer ici et qui est intéressant, c'est que la stérilité de l'argent, du coup, elle est très relative parce que l'argent est quand même là. Il est attenant à une valorisation. Alors certes, on peut voir l'argent sous forme comme étant bloqué, mais moi j'ai envie de m'opposer un peu à cette idée parce que la personne qui possède sa maison et qui habite en France, elle vit en France et elle dépense l'argent en France. Et cette donnée du problème est trop souvent éludée par trop de personnes. Et d'ailleurs, Jean-François, si tu m'écoutes, d'ailleurs, partagez cette émission pour que Jean-François m'écoute, parce qu'il a besoin d'écouter Jean-François. Jean-François, président, si tu m'écoutes, j'ai une chose à te dire. J'en ai ras-le-bol que toi et tous tes petits successeurs, qu'on se fout de qui vous êtes, d'ailleurs, vous ne preniez jamais en compte cela. Moi, j'ai un exemple que j'adore, qui est celui de mon électricien, qui m'avait raconté un jour, il travaillait pour une personne qui était très riche, qui vivait en France, qui avait sa résidence principale en France. Il est parti aujourd'hui, bien évidemment. Et cette personne avait acheté des radiateurs à je ne sais plus combien, 1500 ou 2000 euros le radiateur par pièce. Donc, on peut effectivement dire, oui Nicolas, l'argent est stérile, il est bloqué dans la résidence principale, mais la personne, elle va dépenser l'argent qu'elle gagne si elle vit en France. Et j'ai envie d'ajouter une petite chose qui est encore plus drôle, c'est que tu pourrais me dire et t'opposer à moi, et je te vois déjà, tu es en train de te dire ouais mais Nicolas, à hauteur de la maison on récupérera jamais la somme. Donc si la maison vaut 10 millions d'euros, tu vas me dire je récupérerai jamais 10 millions d'euros dans l'économie réelle. Mais il y a une chose que les gens ont tendance à oublier. Si tu achètes une Ferrari, tu vas devoir faire l'entretien, et l'entretien est donc plus cher, et donc tu vas faire dépenser plus l'argent de la personne. C'est pareil pour la maison. Là, récemment, je montrais à ma femme une maison à 188 millions de dollars. Ok, parce que je regarde les baraques aux États-Unis, bon bref, et j'aimais bien cette baraque, et je lui montrais, tu vois. Et je lui disais, regarde cette maison et tout, elle est ouf. Et qu'est-ce que tu penses ? La baraque, elle est vendue avec un hélicoptère, mec. Attends, sérieux, t'achètes ta maison avec l'hélico. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je vais acheter la baraque, qu'est-ce que tu crois que je vais faire avec l'hélicoptère ? Je vais le regarder ?
je vais le faire découler, je vais me barrer avec, je vais m'en servir, bordel de merde. Excuse-moi, je suis vulgaire, j'ai horreur de ça en plus. C'est pas le propos. Ce que j'essaie de te dire, c'est que de croire que parce que la baraque, effectivement, je vais pas mentir, effectivement que la somme de 188 millions de dollars sera bloquée dans la maison et l'argent est bloqué, tu récupéreras peut-être pas 188 millions de dollars immédiatement et la personne qui les aura encaissés, elle les aura pris, sera partie les dépenser ailleurs. Je ne nie pas la mécanique, mais j'aimerais juste souligner le fait que quelqu'un qui a les moyens de s'acheter ça a les dépenses qui vont avec. Et ignorer cette donnée du problème, c'est un peu comme de dire que, eh bien finalement, ça ramène un petit peu à une émission que j'ai déjà faite sur la chaîne, où je parlais du coût des personnes riches qui achètent des Lamborghini et qui ont perdu la TVA. C'est un peu la même chose, et ça m'agace. Et j'avais vraiment envie d'opposer cet argent stérile, finalement, dans cette première partie, avec le fait que c'est trop facile de dire que l'argent est bloqué et il est stérile. Okay, ça, c'est une des premières théories qui était soulignée dans ce que vient de dire la personne. J'aimerais maintenant m'engager toujours dans cette première partie sur un autre point qui, pour moi, est très important d'être précisé et que je veux que tu intègres immédiatement, c'est que nous sommes sur un marché de gré à gré. Donc ça veut dire qu'un marché de gré à gré, c'est très important parce que là tu entends aussi la personne qui explique que par exemple en Allemagne, le gros de la propriété immobilière est détenu par des institutionnels. Ça peut être des assurances, etc. Il faut savoir qu'en France c'est pareil, on a des institutionnels qui détiennent du patrimoine et ça il y a très peu de gens qui le prennent en considération, mais ça existe. Mais effectivement le patrimoine est grandement détenu par des particuliers, des individus. Bref, ce que j'essaye de te dire, c'est que c'est un marché de gré à gré et que donc, si toi demain, là, tu viens me voir, tu me dis Nicolas, ouais, je vends ma baraque, je te la vends 10 euros et que je suis d'accord, ben, je te l'achète 10 euros. De la même manière, si tu me dis Nicolas, je te vends cette même maison 10 millions d'euros et que je suis d'accord, et ben, tu me l'as vendue et c'est aussi OK en fait. Donc, il n'y a pas de règle en fait. C'est ça, un marché de gré à gré, c'est un marché qui se régule et c'est ce qui rend un petit peu le marché immobilier comme étant compliqué. Alors, moi, je vais profiter vraiment, en fait, et j'aurais vraiment envie maintenant que tu écoutes tout ça dans cette première partie, c'est très important. Je vais profiter de cette partie-là pour mettre en avant un élément fort intéressant. Je vais te donner le classement des 20 villes les plus chères en termes de logement. Et nous allons opposer ce classement, d'accord, avec les 20 villes les plus chères en termes de pouvoir d'achat. Parce que, tu sais, il y a trop souvent comment j'ai envie de dire ça ? Tu as trop souvent des données qui te sont transmises sans avoir la globalité. Moi, ce que j'essaye de faire ici comme travail, tu l'as compris dans cette émission maintenant si tu me suis, j'essaye de te donner d'abord des produits, des émissions de qualité et surtout, j'essaye de te donner des pistes de réflexion. Je ne te dis pas que je détiens la vérité, je veux juste que tu comprennes le problème dans son ensemble. J'ai effectivement, moi, mes propres réponses, mais je ne veux pas que tu les adoptes bêtement. Sinon, tu vas voir qui tu veux et tu allumes ta télé et être bête, on est tous capables de le faire. Non, si tu m'écoutes, c'est que tu es déjà un peu plus que la moyenne et donc tu veux forger ta propre réflexion. Donc, bien évidemment que j'ai du mal à cacher, parce que j'ai un tempérament un peu, tu vois, je suis méditerranéen, quoi, tu vois, je parle avec les mains. Et bref, ce qu'il faut dire, c'est, voilà, j'ai un tempérament un peu fort, mais essaye d'occulter mes petites piques que je balance et forge-toi ton opinion. C'est vraiment important pour moi. Donc écoute, voilà, je te donne le classement des 20 villes les plus chères en termes de logement, mais il faut l'opposer avec les 20 villes les plus chères en termes de pouvoir d'achat, parce que tu vas le voir et c'est là que ça va être amusant. Tu peux être dans le classement dans les villes les plus chères en termes de logement, mais ne pas avoir de pouvoir d'achat. Et donc, tu comprends le malaise qui s'installe dans ce marché de gré à gré. Alors, on va jouer un petit jeu quand même. Joue avec moi. Je vais te laisser quelques secondes. À ton avis, moi, je savais. Je vais être honnête avec toi, c'est pas parce que je l'ai devant les yeux que j'ai fait les recherches. Je savais en tout cas quelle était la ville la plus chère du monde. Voilà. J'aimerais juste pendant une seconde là que tu réfléchisses et que tu te demandes quelle est la ville la plus chère du monde selon toi. C'est mes doigts si tu te demandes, j'ai pas de tambour. Patrick Magneto, roulement de tambour, c'est Hong Kong. Voilà, c'est Hong Kong et c'est la ville la plus chère du monde, d'accord ? En numéro 1. Numéro 2, d'accord ? C'est New York. Numéro 2, c'est New York. Numéro 3, c'est Paris. Et ouais, on est numéro 3. On n'a pas toujours été numéro 3 du classement, mais nous sommes numéro 3. Ce qui est, franchement, bon, il faut être honnête, c'est quand même bien d'être dans ce classement. Hein. Numéro 4, Dubaï. Numéro 5, London. Numéro 6, Los Angeles. Numéro 7, le Luxembourg avec la capitale Luxembourg du même nom.
Numéro 8, Doha. Numéro 9, Chicago. Numéro 10, Genève. Numéro 11, Dublin. Numéro 12, Sydney. Numéro 13, Zurich. Numéro 14, Helsinki. Numéro 15, Also. Numéro 16, Tokyo. Numéro 17, Miami. Numéro 18, Milan. Numéro 19, Copenhague. Et numéro 20, Taipei. Ok ? Donc ça, c'est le classement des 20 villes les plus chères du monde en termes de logement. Et un petit détail que je dois te préciser, c'est que c'est des dépenses pour un foyer de 3 personnes par mois pour se loger. Ok, c'est quand même hyper important. Je veux vraiment que tu le prennes en compte parce que tu peux tomber sur d'autres classements. Moi, j'ai choisi celui-là. Alors maintenant, on l'oppose avec les villes les plus chères du monde en termes de pouvoir d'achat, c'est-à-dire que là où il te faut le plus d'argent pour vivre, parce que c'est là que c'est intéressant, effectivement, et où tu pourras comprendre, ou en tout cas traduire, ou en tout cas intégrer que c'est là où il y a le plus d'argent finalement, réel, dans la circulation, tu vas voir. Et là, il va se passer des choses très intéressantes, tu vas voir. Donc on repart pour le même 20e classement, je te fais mes commentaires après. Numéro 1, Los Angeles. Numéro 2, Zurich. Numéro 3, Miami. Numéro 4, Genève. Numéro 5, Luxembourg. Numéro 6, Chicago. Numéro 7, Toronto. Numéro 8, Manama. Numéro 9, Hong Kong. Numéro 10, New York. Numéro 11, Munich. Numéro 12, Francfort. Numéro 13, Sydney. Numéro 14, Dubaï. Numéro 15, Berlin. Numéro 16, Vienne. Numéro 17, Dublin. Numéro 18, Montréal. Numéro 19, Doha. Numéro 20, Tokyo. Tu as remarqué, il y a une ville qui n'y est pas. C'est assez embêtant. Il n'y a pas qu'une ville qui n'y est pas. On va pas s'embêter en fait. Je vais pas te dire telle ville y est pas. Tu as compris ce que j'ai voulu mettre en avant. Paris n'est pas dans le classement des 20 villes les plus chères en termes de pouvoir d'achat. Et donc là, tu commences à la sentir, la problématique dans toute cette histoire et de la stérilité de l'argent. C'est-à-dire que j'ai envie de te dire quelque part que le prix de l'immobilier n'est pas représentatif de la valeur de ce que tu peux te payer au quotidien. Donc, autrement dit, on va un petit peu faire une traduction ensemble. En tout cas, là, on part sur ma propre interprétation de ces chiffres. En clair, pour quelqu'un de très riche, Paris, en termes de pouvoir d'achat, est une réelle opportunité. Ce qui veut dire que tu te retrouves en France, en concurrence sur l'achat de biens, avec des gens qui ont énormément d'argent, qui peuvent soit vivre dans des villes où la vie coûte très cher, soit venir vivre dans notre pays où la vie coûte carrément moins cher pour eux. Et à partir de là, tu commences à comprendre la difficulté qui est effectivement soulignée dans ce que nous avons entendu tout à l'heure, qui est que, et c'est l'erreur que font beaucoup de personnes en France, c'est de se comparer avec d'autres pays. Tu ne peux pas comparer. D'ailleurs, je vais te donner un exemple tout simple. Moi, je suis à beaucoup, je ne vais pas m'en cacher, j'ai pensé à un moment donné aller vivre en Suisse. Donc, je suis beaucoup allé à Genève, en fait, pour aller vivre en Suisse. J'oublierai jamais le prix de la pizza. Moi, j'ai l'habitude de payer mes pizzas ici entre 10 et 15 euros et plutôt proche. Enfin, on va dire qu'une pizza à 15 balles, c'est une pizza assez chère et une pizza à 10-12 balles, c'est la moyenne. Tu peux arriver à trouver des pizzas à 5 euros. Il faut quand même savoir qu'à Genève, les pizzas, c'est 25 euros. Donc à partir de là, tu commences à te dire « Ah oui, il suffit pas que d'acheter en fait, il suffit pas que de se dire la fiscalité. En fait, il y a un ensemble de paramètres et commencer à imaginer des choses, c'est très compliqué en fait. Tu n'imagines pas l'écart de vie et c'est très très simple. On va le voir aussi ça tout à l'heure, je vais pas, sinon l'émission va durer des heures, mais c'est très facile. Nous en France, on est très bon pour finalement créer, penser, réfléchir à des choses. Mais entre ce qu'on pense et la réalité, il y a un écart et c'est ce que d'ailleurs je pense que beaucoup de gens reprochent à l'administration, c'est que ces personnes planent totalement à 3000, font des choses sans être connectées à la réalité et c'est ce qui pose problème. C'est facile de dire « Ah, le méchant propriétaire, ah oui, l'argent est bloqué ». Oui, mais il y a des choses qui ne sont pas
réelles dans tout ça et qu'il faut prendre en considération, dont celle que je viens de te dire. Il est clair pour moi, en tout cas dans mon esprit, et on en arrive au point et à la conclusion de cette première partie. Oui, l'argent dans une résidence principale est stérile, mais non, il ne l'est pas complètement, car, et c'est mon avis personnel, bien évidemment que je te donne là, quelqu'un qui paye 25 € sa pizza dans son pays à lui et qui va avoir sa résidence principale chez nous et qui va payer la même pizza, peut-être même meilleure à 13 €, il aura tendance à acheter peut-être plus de pizza, à dépenser un peu plus d'argent que dans son pays parce que son argent aura plus de valeur. Je ne sais pas si ça te l'a déjà fait, moi je voyage, quand je vais dans des pays que mon argent a plus de valeur, qu'est-ce que je fais ? J'ai tendance à plus dépenser. Donc raisonner tout simplement comme ça en se disant « ouais, l'argent du propriétaire, c'est de l'argent stérile », parce que l'argent est bloqué, ça ne profite pas à l'économie. C'est vraiment pour moi penser de manière très court-termiste, très, j'ai envie de te dire, tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez, c'est facile, c'est vraiment des bonnes paroles. Moi en tout cas, je peux te dire que la propriété, il y a beaucoup de gens qui ont quand même malgré tout envie d'être propriétaire. D'abord, ce n'est pas une partie de plaisir, deuxièmement. Troisièmement, sous-entendre que les propriétaires sont tous des rentiers, des vaches à lait à qui on peut prendre du pognon, c'est un petit peu facile. Ça me révolte un peu quand je sais le parcours du combattant que c'est, et ça l'est de plus en plus. Si tu m'écoutes, c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui, bien évidemment, d'accéder à la propriété. Bref, nous allons passer à la deuxième partie maintenant, l'argent peu productif, c'est-à-dire que, tu as compris la conclusion de ma première partie. La conclusion de la première partie, c'est que certaines personnes, dont notre gouvernement, incriminent bien évidemment les propriétaires avec le fait que notre argent est stérile puisqu'il est bloqué. Moi, je te dis non, je ne suis pas totalement d'accord. Tu as compris ma conclusion. Premièrement, il y a l'argent qu'on dépense au quotidien. Deuxièmement, cet argent, il faut bien le mettre quelque part. Nous verrons ça dans la conclusion globale de cette émission. Nous passons à la deuxième partie, d'accord ? Et c'est, comme j'étais en train de te le dire, l'argent peu productif. Donc, soi-disant, bien évidemment, tu vas le voir, tu vas l'écouter, Magnéto Patrick. Mais M. Macron, lui, il a clairement affiché la couleur. Le propriétaire, il faut lui faire rendre gorge. Donc on le saigne fiscalement et on le saignera toujours plus fort. Moi, je pense que Jean-François est particulièrement agressif envers les propriétaires. Ouais. Mais parce que c'est sa philosophie et on la partage ou on ne la partage pas, mais au moins elle a le mérite d'être claire et assumée. Serge, tu t'es trompé là de... Ah pardon, t'es là. Bon, c'était pas... Bon, ce passage était pas prévu. Non, je vais pas faire genre... J'ai quand même touché un mot. Donc c'est un petit peu, je pense, de ce dont je voulais que je parle, Gabi, le fait que le programme, n'est-ce pas, de notre très cher Jean-François est clairement à l'attaque de notre famille. Nous devrions rétorquer, sortir les tanks et attaquer. Non, je rigole. Non, alors, oui, bon... Oui, je voulais pas parler de ça, bordel, c'était la deuxième partie, un petit mot quand même, parce que je suis pas comme ça, je veux pas éluder le vrai fond de cette émission. Le fond, c'est effectivement que le propriétaire est une cible, puisque en fait, sur le fond de cette émission, c'est une parenthèse, j'espère que tu l'as compris, j'ai envie de m'autoriser cette parenthèse. Au fond, en fait, quand tu mets ton argent dans un bien, tu es attaché pieds et poings liés au pays avec lequel... Et donc, tu es comme une personne à genoux enchaînée, prête à recevoir le matraquage fiscal. Et je ne peux pas nier cela, mais voilà, s'il te plaît... Je sais que tu penses à ça, que tu dis, bordel Nicolas, tu vas en parler. Oui, je vais en parler, mais à la fin, et même si j'en parle pas directement, ma conclusion va à elle seule répondre à toutes ces questions. Donc maintenant, et sans plus de transition, nous attaquons le vrai sujet qui est la deuxième partie de l'émission réelle ce coup-ci. Patrick, tu te trompes pas, hein, Magnéto, l'argent dans le bâtiment, c'est l'argent le plus productif, ou alors est-ce que c'est l'argent le moins productif actuellement? Écoute cette phrase que tu connais forcément. Quand le bâtiment va, tout va. Tout à l'heure j'ai dit Serge, mais c'était Patrick. Bon, t'as compris. Sinon ça fait genre je fais du plagiat. Ça c'est pas cool. Moi c'est pas mon genre. Moi je suis un mec original. Bon. Quand le bâtiment va, tout va. Cette phrase de Martin Nadeau, ancien maçon, député et préfet, tu la connais, et elle consiste tout simplement
a souligné le fait que la construction est le seul vrai moteur valable de l'économie, de tous les temps, de tout ce que tu peux expliquer. Bon bref, elle a été formée, déformée, reformée, transformée, enfin tout ce que tu veux, cette phrase. Et par rapport au sujet que j'évoque, que je ressors de cette vidéo, l'argent est-il peu productif ou est-il très productif dans l'immobilier? J'avais envie tout simplement d'aborder ce sujet au travers de cette phrase de Martin Nadeau, car pour moi, elle représente à elle seule, toute la réalité qu'il y a, enfin tout le questionnement qu'il y a. Alors pendant très longtemps, j'ai envie de te dire qu'il y a eu cette phrase dans nos têtes et qui, je pense, a énormément conditionné le fait que les Français ont aimé l'immobilier au travers un petit peu de ce personnage qui était notre très cher Martin, d'accord ? Et puis il faut savoir que à l'époque de notre ami, la valeur ajoutée que représentait le secteur du bâtiment dans notre pays a été juste énorme. Mais maintenant, on va aborder ce sujet de manière plus grave et comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai essayé de te faire un vrai travail et il faut reconnaître une chose, c'est que cette valeur ajoutée n'a pas cessé de baisser depuis les années 50. Ça veut dire que si tu vas tu prends les années 50 jusqu'à aujourd'hui, la valeur que représente le BTP, le bâtiment dans l'économie de notre pays, elle a fait que baisser et aujourd'hui on est à 5%. Pour te donner un ordre d'idée, si aujourd'hui on est à 5%, dans les années 70, on était à 13%. Ok ? Et il faut que tu comprennes une chose pour aussi te donner toujours, moi j'aime bien, tu sais, donner des échelles, mettre en perspective avec d'autres choses, parce que ça donne vraiment, et là ça me fait rire même avant de te le dire, on va mettre en perspective le secteur du bâtiment avec le secteur de l'industrie manufacturière, je veux dire, qui est, ceci étant, et juste pour information, l'industrie qui a le plus morflé en France, je veux dire, c'est le truc qui a pris la plus grosse claque dans notre pays en termes de valorisation dans notre richesse, et bien, l'industrie manufacturière rapporte à aujourd'hui plus d'argent que le bâtiment. C'est pour te dire à quel point le bâtiment ne rapporte plus rien du tout. Alors comme on souffre de cette désindustrialisation qui nous a frappé de plein fouet et qui malgré tout nous rapporte toujours plus que le bâtiment, il faut comprendre que le gouvernement ne retrouve plus aucun intérêt finalement envers notre secteur d'activité, puisque moi je fais partie du secteur du bâtiment, tu fais partie du secteur du bâtiment, donc on ne peut pas faire comme si ça nous plaît à nous de croire que le bâtiment, quand le bâtiment va, tout va, machin, blablabla, c'est une super phrase qui a été très médiatique, très connue et qui est un petit peu notre fer de lance. Moi je suis le premier, mais quand le bâtiment va, tout va. Mais ferme-la. Tu vois, maintenant si tu vas dans un dîner, tu vas un peu moins la ramener, tu vois, tu vas dire ouais bon alors tu rapportes moins que le secteur de l'industrie qui déjà rapporte plus rien. Donc moi je rapporte rien de rien quoi, juste je m'enrichis sur le dos de l'économie et je la ferme parce que bon, je suis un sale riche de merde. C'est un peu ça, tu vois. Donc toujours pour te donner une notion d'échelle, l'industrie, toujours pareil, elle a contribué 3 fois plus à la croissance ces dernières années que le BTP. Donc on est vraiment les derniers des derniers, on va la fermer. Donc effectivement, ce deuxième point qui pourrait être notre contre-argument, tu pourrais être là et dire oui, le bâtiment va, tout va. Mais non, tu te la fermes, tu t'écrases, tu ne représentes plus aucun point de richesse dans le camembert de la richesse française et donc du coup tu es la cible. Fatalement tu deviens la cible et ce qui aurait pu être, j'ai envie de dire quelque part un argument pour nous se retourne contre nous parce que si Jean-François était là, il nous dirait oui non mais écoute, regarde dans la croissance tu n'existes plus, tu nous prends du fric et tu nous coûtes plus que ce que tu nous rapportes, donc tu vas sortir mon ami. Alors il y a quand même des petits contre-argumentaires, je vais essayer de me défendre tant bien que mal, tant bien que peu, parce que tu sais que j'aime bien ne pas me laisser faire et que je suis quand même têtu, peut-être c'est dû à mes origines ça, bref peu importe. Effectivement un appartement loué c'est 2 emplois, bon. C'est très relatif parce qu'aujourd'hui avec l'Europe, on sait, et ça aussi je veux quand même le contre-argumenter, on sait qu'aujourd'hui tu as des propriétaires qui font venir des équipes de pays de l'Est,
Alors, je vais traduire la phrase que je viens de dire parce qu'elle est assez arbitraire, je n'aime pas ça du tout. Il y a des propriétaires qui font venir des personnes de pays européens au coût et à la main-d'œuvre meilleur marché sur notre territoire pour avoir des travaux de la même qualité, moins cher. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est un vrai argument ce que je viens de dire. J'ai peut-être raté une vraie occasion de me taire, mais bon, voilà. Ceci étant, moi je voulais quand même souligner le fait que voilà, c'est clair que pour le coup, c'est de l'argent peu productif et c'est vrai, l'argent est peu productif dans l'immobilier, de moins en moins, ne nous en déplaise, nous n'avons pas envie de le voir comme ça. Si tu rénoves, comme moi je fais de la rénovation, tu vois que tu fais travailler des gens, donc tu peux ne pas être d'accord avec ce que je viens de dire et pourtant c'est la réalité, c'est la difficulté d'éléments qu'il faut parfois arriver à intégrer quand on fait ça, et ceci explique le pourquoi du comment tu te retrouves avec des phrases comme je t'ai dit tout à l'heure, avec le petit aparté que j'ai fait, et pourquoi tu as des programmes politiques qui sont clairement dirigés, attaque vers les propriétaires. J'arrête ce deuxième point qui est, tu l'as compris, un argument qui s'oppose à nous. Sinon l'émission durerait trop longtemps. On va attaquer maintenant le troisième et dernier point, l'argent bloqué, la cristallisation de l'économie. Patrick Magnéto. L'argent, la croissance, elle est alimentée par la fluidité des capitaux. Et je suis le premier à le reconnaître. La croissance, elle est même consubstantielle à la vitesse de circulation de l'argent. Si beaucoup de l'épargne est cristallisée dans l'immobilier, c'est évidemment des flux qui n'irriguent plus l'économie. Je l'entends parfaitement. Et je pourrais vous faire une thèse pour soutenir absolument la vision d'Emmanuel Macron. Sauf que ça se brise une nouvelle fois, la vision théorique se brise une nouvelle fois sur le mur de la réalité qui est que les gens veulent pas à 70 ans être foutus dehors. Parce que comment à 70 ans vous allez garantir à votre bailleur que vous allez le payer. Donc c'est très simple, ça n'existe pas. Donc c'est inscrit dans la loi, vous devez relouer dans le périmètre et à des conditions similaires. Donc là on est sur quelque chose, c'est même pas du vœu pieux. On est dans la 4e dimension du réel. Ça n'existe pas. Je suis même pas foutu de te redire la phrase. Attends une seconde, on repasse la première partie. Alors, il y a 2 parties qu'on va développer, bien évidemment, sur cette 3e et dernière partie avant la conclusion. Je vais pas trop m'attarder, l'émission est longue, je suis désolé, mais putain, j'essaie de te faire des trucs sympas, on rigole en plus. Reprenons juste cette phrase. La croissance, elle est même consubstantielle à la vitesse de circulation de l'argent. Consubstantielle à la vitesse d'accroissement de l'argent. Alors, on va commencer par chercher le mot consubstantielle. Non, plus sérieusement, consubstantiel. Alors, consubstantiel, si tu cherches, alors ça s'écrit CONSUBSTANTIEL, ou 2 L à la fin. Et ça signifie qu'il n'a qu'une seule substance. J'espère que je suis clair, qu'il y a une seule et même substance. Donc la croissance, en fait, ce qu'il essaye de te dire, là, on va être sérieux, parce que je rigole, mais c'est quand même un sujet sérieux. J'essaye de te faire passer des idées sérieuses de la manière un petit peu humoristique, mais c'était pas toujours drôle. Là, pour le coup, ça ne l'est pas. En fait, si tu veux, la croissance, elle n'a comme seule et unique substance le fait que l'argent circule. Et donc, si l'argent est bloqué dans un bien immobilier, il ne circule pas. Et si il ne circule pas, il ne crée pas de la valeur pour autrui. C'est aussi simple que cela. Merci Nicolas, salut, bisous. C'était génial. Non. C'est une théorie. Alors, c'est une théorie. Je suis toujours embêté parce que tu te demandes. Déjà, j'ai une première chose à dire. Je suis désolé, avant qu'on avance un petit peu plus encore dans le sujet, je suis obligé de mettre un petit haut là. Tu es libre de croire en ce que tu veux. Tu pourrais très bien me dire, je ne crois pas en ça, Nicolas. Je n'ai pas envie d'y croire, ça ne m'intéresse pas. Tu as le droit. Voilà, j'ai besoin de te le dire en fait. J'ai besoin de te dire que tu es libre d'élaborer tes propres théories. Tu es libre d'élaborer une fausse théorie si tu décides que cette théorie, c'est celle dans laquelle tu crois. Comme tu es libre d'élaborer une théorie qui est basée sur quelque chose de réel et de l'améliorer et de faire ce que tu as envie. Ok ? Pour moi, ce qui est dit là est une théorie, même si
économiquement, c'est une vérité avérée. Je suis désolé, c'est très contre-intuitif ce que je suis en train de te dire, mais je suis obligé de le préciser à ce stade, parce que tout cela n'est qu'une question de vision de l'esprit et de vision générale. Je vais prendre un contre-exemple qui est vraiment très... c'est pas fair-play ce que je vais faire, mais je suis obligé de le faire à cet instant très précis. Je vais prendre le cas de Dubaï. Dubaï, c'est une ville qui s'est construite d'une manière très particulière. Il faut que tu saches quand même que Dubaï, à ses débuts, pour attirer le plus de monde possible, l'a fait par de l'immobilier et l'a fait d'une manière qui est très discutable et qui va à l'encontre de ce qui est en train d'être dit ici. Et je suis obligé, dans cet espace-là, dans cet espace qui est la troisième partie de cette émission, de parler de ça. Je vais parler de sujets avec des sources non vérifiées, sur un fondement qui est très arbitraire et qui vient de ma personne. Ce qui veut dire que tu vois, tu mets de très grandes parenthèses entre ce que je suis en train de te dire et tu fais ta propre réflexion, s'il te plaît. Merci, bisous. En gros, Dubaï, au début, je ne sais pas si tu sais, mais tu pouvais acheter un appartement sans donner la provenance des fonds. Il n'y avait quasiment aucun encadrement et qui plus est, on est très proche d'un paradis fiscal à tous les sens du terme, puisque la fiscalité là-bas est très allégée, très simplifiée. Malgré tout, la vie coûte cher, elle est compensée par la vie. La fiscalité, la généralité de Dubaï a été construite de manière différente. Je vais être très clair avec toi, je ne suis jamais allé à Dubaï, je ne connais pas les tenants et aboutissants. C'est une ville qui est, somme toute, ce qu'elle est. Je ne vais pas dire qu'elle m'intéresse ou qu'elle ne m'intéresse pas. Ce n'est pas la question. Ce que j'essaye simplement de te montrer, c'est qu'une ville entière a construit et a créé une richesse qui n'a pas été basée sur le pétrole, qui a basé le comment j'ai envie de te dire, le start de sa croissance, l'amorce de sa croissance, s'est faite par et grâce à un immobilier non encadré. Je suis contre le fait que l'immobilier soit non encadré, mais l'exemple que je suis en train de prendre va vraiment à l'encontre de ce que je suis en train d'entendre. Et je suis obligé de le brandir pour juste te montrer qu'il n'existe pas une règle, mais une multitude de règles, et que, bien évidemment, ce sont ceux qui gouvernent, qui choisissent, au travers de leur choix de gouvernement, la manière dont ces choses-là vont arriver dans notre vie. Donc, dans cette première partie de cette discussion que je viens de te repasser, on évoque le fait que l'argent bloqué dans l'immobilier est une forme de cristallisation. L'argent est bloqué là, il ne permet pas cette circulation des flux et donc tu empêches quelque part un petit peu l'enrichissement. Alors voyons maintenant un petit peu, parce que là tu es en train de te dire Nicolas, je comprends pas bien, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Bien, c'est très simple, ce que tu pourrais faire d'autre, c'est mettre l'argent à la banque. Donc tu permettrais à la banque de prêter ton argent à quelqu'un d'autre, ou 2, mettre ton argent dans des actions. Alors j'aimerais tout de suite t'arrêter. Je sais que si tu es dans le fond dans l'immobilier, tu es peut-être contre les actions. Ça arrive. Je pourrais même faire une émission là-dessus. Ça serait, tiens, je vais le noter, ça pourrait être intéressant. En tout cas, la question n'est pas de dire que tu es pour ou contre dans cette émission. La question, elle est simplement de dire que si tu mets ton argent dans une action en bourse, eh bien, tu vas irriguer l'économie. Et ça, mon ami, c'est vrai. C'est vrai. La vérité, c'est la vérité. Voilà la vérité. C'est que si tu mets l'argent dans une action, effectivement, tu vas irriguer, puisque la société va réinjecter ton argent dans de l'emploi, de l'investissement, de l'enrichissement. Mais là, nous touchons du doigt la conclusion. Nous arrivons très certainement à la conclusion. Voilà le vrai problème. L'emploi. Il est lancé toutes ces minutes d'émission pour entendre le mot l'emploi. Quel est l'enjeu de nos hommes politiques? L'emploi. Quel est l'enjeu de nos campagnes politiques? L'emploi. Quel est le désir ardent de nos hommes politiques? L'emploi et l'éradication du chômage. Et forcément, l'immobilier ne remplit pas cette fonction parce que il n'est pas clairement affiché. Et de moins en moins, comme je te l'ai montré dans la deuxième partie, il est certain que l'immobilier aujourd'hui ne répond plus aux besoins que nous avons autour de l'emploi. Le problème, c'est cette mauvaise amalgame et cette incompréhension totale qu'il y a, parce que bien évidemment, nous sommes gouvernés par des Jean-François débiles qui ne comprennent rien à l'argent et qui, du haut de leur tour, s'imaginent des choses et, comme le dit la personne là, se heurtent, s'imaginent de manière totalement idiote que d'abord nous ne sommes plus informés, qu'il n'y a plus des gens comme moi qui t'informent de ce qui se passe, et puis ensuite, deuxièmement, et c'est là qu'on arrive maintenant, que je vais devoir basculer sur la conclusion, ils voient juste, eux, ces sommes bloquées qui ne produisent rien, et surtout pas d'emploi, et qui ne règlent pas leurs problèmes à eux, sauf que quand tu payes quelqu'un, si tu vois,
tout le malaise de la situation. Quand tu payes quelqu'un pour faire quelque chose, tu t'attends quoi de la personne? Qu'elle fasse quelque chose. Sauf que là, ces gens-là sont payés pour faire des choses et puis ils attendent d'autres choses, qu'elle fasse les choses à leur place. C'est peut-être pas clair ce que je viens de dire, je vais te le dire autrement. Tu payes un mec pour quelque part supprimer le chômage dans notre pays et ce gars-là, lui, il compte sur l'immobilier, l'entrepreneuriat, le machin, le truc pour régler le problème à sa place. Mais putain, mets en place des choses pour que l'emploi soit réglé. N'attends pas à ce que le secteur du BTP, de l'immobilier et du bâtiment en général règle le problème pour toi. Le problème, c'est pas que l'argent soit bloqué. Oui, l'argent est bloqué. Le problème, c'est pourquoi des gens bloquent l'argent. Et là, nous touchons du doigt la conclusion. Magnéto, Patrick. Donc le gouvernement peut dire tout ce que vous voulez, mais le locataire est protégé par des lois. Mais oui, bien sûr qu'il y a des lois, mais elles ne protègent rien puisqu'elles sont inapplicables. C'est comme la soi-disant garantie des dépôts bancaires. Les 100 000 euros, ça n'existe pas. S'il y a un grave problème, il est évident qu'il n'y aura même pas 10 000 euros de garantie. Ah mais voilà la vérité. Putain, je peux péter comme un micro. Voilà la vérité, repasse-le. Les 100 000 euros, ça n'existe pas. S'il y a un grave problème, il est évident qu'il n'y aura même pas 10 000 euros de garantie. J'en peux plus, 10 000 euros de garantie, mais t'entends, mais voilà le problème. Il n'y aura même pas 10 000 euros de garantie. Alors pourquoi on ne nous pose pas les vraies questions? Pourquoi d'un côté on a des personnes qui ciblent effectivement l'argent bloqué, l'argent peu productif, l'argent stérile, et pourquoi de l'autre côté on a finalement dans les options qu'on nous propose, soit des actions, soit des banques qui, elles, nous garantissent des garanties qui sont totalement fausses. Et d'autant plus que dans le message que tu viens d'entendre deux fois, tu as entendu très clairement, il y a des lois, mais elles sont inapplicables. Mais écoute, je vais te remettre un petit passage là tout de suite de l'émission que j'ai un petit peu extrait, et puis je vais t'expliquer la suite, tu vois, écoute. Il y a une vision, il y a une espèce de dogmatisme permanent en France, quel que soit le domaine, où on ne veut pas voir le réel, où on se dit que le réel va se plier à la volonté de l'administration, c'est-à-dire de l'énarchie, de l'inspection des finances. Donc voilà, tu as entendu, alors c'est pas moi qui l'ai dit, mais je sais ce que tu vas dire, ouais, tu sors la phrase de son contexte et tu lui fais dire ce que tu veux, c'est un pantin. Écoute, peu importe ce que tu penses, tu vas comprendre où je veux en venir. Le problème avec la troisième partie qui est aussi à la fois la conclusion, et tu l'as compris, c'est cette notion d'argent bloqué. Parce que ce que j'essaye de mettre en exergue, c'est que l'argent bloqué, c'est une manière de voir les choses. Et tout le long de cette émission, j'ai essayé de te montrer que tout était une manière de voir les choses. Et je dis pas que j'ai raison, et je le dis à aucun moment d'ailleurs. J'essaye juste de te montrer que, je sais pas d'ailleurs, ça serait intéressant de savoir si Gabi s'attendait à ce que je fasse ça avec son émission qu'il m'a envoyé. Mais ce qui est hyper intéressant, moi je trouve, c'est de voir que finalement, dans ce même sujet qui était abordé, on a simultanément le problème et la réponse et le problème. Le problème et la réponse, tourne-le comme tu veux. Moi, ce qui me dérange grandement dans tout ça, c'est bien évidemment les raccourcis qui peuvent être pris, et pourtant Dieu sait que je suis monsieur raccourci, et surtout le fait, effectivement, qu'il y a des lois qui sont produites déjà pour rien. On va commencer par là, parce que produire une loi, ça a un coût, et quand tu vois qu'elles sont inutiles, inapplicables, tu te dis que franchement, en France, on a vraiment de l'argent à dépenser, à jeter par les fenêtres, et pour autant, c'est pas forcément la décision des Français qui est impliquée dans ces choix-là. Ce sont réellement des choix politiques. Alors, est-ce que je suis en train de sous-entendre que tu dois veiller à ce que la politique du pays dans lequel tu investis correspond à ta vision? Je ne sais pas. J'ai pas la réponse à cette question. Je pense légitime qu'à ce moment précis, tu te la poses. Mais en tout cas, moi, je pense que dans tous les cas, ça fait un peu répéter, mais c'est ce que je veux dire, il ne faut pas t'arrêter d'investir. Il est clair qu'au vu de tout ce que je viens de t'énoncer, à partir de là, tu comprends, il y a une chose qui doit apparaître comme étant une évidence. Et je suis obligé de la mettre vraiment en avant, c'est que tu as très bien compris que ce que voulait le gouvernement, d'accord, va à l'encontre de ce que nous on veut, la famille des investisseurs. C'est-à-dire que le gouvernement, lui, va chercher de la croissance, de l'emploi, et nous, on va chercher de la sécurité. Et tu comprends très bien que le gouvernement ne peut plus, aujourd'hui, n'est plus en mesure de nous fournir cette sécurité,
au travers de ce que j'évoquais tout à l'heure, comme notamment des obligations, d'accord ? Et nous ne sommes plus en mesure de lui fournir de l'emploi. Et là, tu commences à arriver tranquillement sur le fond du problème. Je ne vais pas plus m'axer là-dessus parce qu'en réalité, cet échange qui devrait avoir lieu n'a plus lieu pour, je pense, d'autres raisons. Et je partirai dans un délire total en t'évoquant des croyances très personnelles ici qui n'ont pas lieu d'être. Par contre, je suis obligé de te souligner cette opposition. Je suis obligé de te montrer qu'on en arrive à une opposition ou en tout cas, pour le coup, à un échange stérile qui ne se produit plus. D'accord ? Mais s'il n'y a pas d'échange, il y a quand même des choses qui se passent. Et donc, qu'est-ce qui doit se passer maintenant ? C'est la seule chose que tu vas devoir garder en tête. Dans tous les cas, l'échange ne se produisant plus, les deux parties doivent continuer d'agir. Et dans cette continuité, là, c'est là qu'il va se passer des choses et qui vont nous amener chacun de notre côté à un résultat. Et donc, on arrive à ma conclusion. Mais pourquoi les gens préfèrent bloquer leur argent dans l'immobilier ? Parce que les gens n'ont plus confiance. Les gens n'ont plus confiance dans les gouvernements, dans les États. Et je ne parle pas, encore une fois, je sais que, bon, j'essaye de me contenir, hein, tu vois, j'ai un peu du mal, hein, j'espère que tu m'en veux pas, je fais de mon mieux. Mais les gens ont de moins en moins confiance dans ces classes dirigeantes. Et d'ailleurs, tu sais, c'est très amusant parce qu'il y a beaucoup de gens qui regrettent, il y a des lois qui changent et il y a des gens qui te disent c'était mieux avant. Tu l'entends beaucoup cette phrase, ouais mais c'était mieux avant. Parce que c'est grave t'as des gens qui en sont à ce point-là, ils ont tellement de moins en moins confiance dans les nouvelles personnes qui nous dirigent. Ils avaient plus confiance dans les anciens systèmes qui avaient été faits par des gens qui étaient peut-être plus intègres. Alors je ne vais pas glisser sur ce terrain-là parce que je vais commencer à parler des gens qui nous gouvernent et tout, blablabla. C'est pas le point de cette politique, j'allais dire, de cette émission. Le point de cette émission, c'est l'argent bloqué et on en arrive à la conclusion. Pourquoi donc les gens bloquent l'argent dans l'immobilier ? Pour cette conclusion que je viens de te donner par problème de confiance, parce que les gens ont plus confiance dans finalement l'immobilier que dans tout le reste. Pourquoi par exemple, moi j'ai eu des problèmes en cours quand j'ai repris mon prof qui t'explique, je me rappelle très très bien, mon prof de droit qui m'expliquait, qui suivait le programme et qui nous expliquait qu'il valait mieux que le placement, que l'éducation nationale, excuse-moi j'ai du mal à trouver mes mots, l'éducation nationale, j'ai vu la fiche, hein, il me l'a montré, aujourd'hui apprend à nos élèves, elle apprend à tes enfants par exemple, tu mets ton gamin à l'école et ton prof de droit apprend à ton gamin qu'il faut qu'il achète des obligations. Je répète, des obligations. D'accord ? Sachant que les obligations, il n'y a rien de pire. Tu vois, je ne vais pas te prendre l'exemple des obligations de la crise grecque qui ont carrément été effacées. Je pense qu'en termes de spoliation pour des petits porteurs, on est au summum de ce que peut faire l'échelle de la jungle urbaine. C'est-à-dire que là, tu te fais carrément bouffer par un puissant qui dit non, mais non, je ne te dois plus rien, hein, parce que bon, je ne peux pas payer, donc je ne vais pas te payer toi, de toute façon, tu dégages. Voilà. Et donc à l'école on apprend ça à ton gamin quoi. On lui explique voilà tu dois acheter des obligations, c'est ce qu'il y a de plus sûr, hein. Surtout donne-moi de l'argent mais moi je peux l'effacer parce que bon si tu m'emmerdes c'est ce que je ferai. Et à un moment donné j'ai l'impression que les mecs ils agissent comme si aujourd'hui l'information ne circulait plus, tu vois. Et alors ils veulent que l'argent circule, par contre ça ils veulent que l'argent circule, mais par contre l'information faudrait pas trop qu'elle circule, tu vois. Sauf qu'on n'est plus du temps où il y avait que l'église qui détenait les savoirs et que les pauvres mendiants dans la rue, eux, ne pouvaient même pas savoir lire. Aujourd'hui, malheureusement, le monde moderne fait que il y a des mecs qui te renseignent. Donc déjà, tu sais ce que je pense des obligations. C'est pas la peine de m'envoyer un mail incendiaire en me disant ouais, c'est de la merde ce que tu dis. C'est de la merde les obligations. Voilà, je te le dis. Et crois-moi, ton gamin s'il va à l'école, je t'assure, abonne-le sauvagement à ma chaîne pour qu'il apprenne des vraies choses sur l'argent. Parce que c'est pas si tu comptes sur l'école pour lui apprendre comment fonctionne le fric, ils vont surtout lui apprendre à comment le donner à ceux à qui il faut pas qu'il le donne, tu vois. Et à un moment donné, voilà, c'est facile de jeter la pierre à ceux qui bloquent leur argent dans des endroits. Comme l'immobilier, mais maintenant analysons le pourquoi du comment et on arrive à la conclusion, je finis cette émission. Pourquoi à ton avis on en est aujourd'hui à préférer bloquer notre argent dans notre immobilier que de le mettre ailleurs ? La raison elle est simple et j'ai tendance à croire en ce que je vais te dire et bon voilà, libre à toi après encore une fois, je t'aurai assez, alerté sur cette émission pour que tu te forges ta propre opinion. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous, toi, moi, tes amis, tes proches, nous avons tous ce souhait, cette envie
cet appel de responsabilité. Les gens aujourd'hui, en tout cas autour de moi, sont de plus en plus responsables. Il y a une responsabilité qui est grandissante. Les gens veulent s'assumer, se responsabiliser. Et j'ai envie de te dire, en tout cas c'est ce que je ressens, j'assume totalement ma responsabilité quand j'achète un bien et que je me plante. Ça me pose aucun problème. Je suis à l'aise avec ça. Par contre, j'ai beaucoup de mal à accepter que si demain j'achète des obligations grecques et que quelqu'un vient m'expliquer que finalement il ne me rendra pas du tout aucun centime parce qu'il a décidé qu'il ne pouvait pas payer et que cette partie-là était effacée, là je serai dans un, comment dirais-je, le mot qui me vient c'est un mot anglais mood, tu vois, c'est pas ça que je cherche à te dire, c'est je serai dans un état d'esprit vraiment incendiaire, vindicatif et plutôt même agressif, violent. Voilà. C'est pas bien de dire ça, ne soyez pas violents, ça ne règle aucun des problèmes, mais c'est ce que je ressens là tout de suite à l'instant. Donc, j'en viens et je conclus. On est à la conclusion. L'argent dans l'immobilier est-il stérile ? La réponse, elle est oui et non. Parce que, comme je te l'ai dit au départ, c'est une pièce à deux côtés et tu ne peux pas regarder un des deux côtés. Donc, un partout, balle au centre. L'argent est-il peu productif ? On a vraiment, nous, dans les investisseurs, envie de se dire, écoute, non, regarde, quand le bâtiment va, tout va. Je t'ai montré, je t'ai prouvé avec des chiffres que ce n'était pas le cas. Ok ? Donc, le point est clairement donné à la partie adverse qui nous attaque. 2-1 pour nous. On perd à ce stade-là le match. L'argent est-il bloqué ? Oui. Mais il n'y a aucune alternative proposée. Si tu mets l'argent dans une start-up, tu peux le perdre. Si tu le mets à la banque, tu peux le perdre. Si tu le mets dans des obligations, tu peux le perdre. Si tu le mets dans des actions, tu peux le perdre. Finalement, il te reste quoi ? L'or, parce qu'aujourd'hui, les monnaies ne valent plus rien puisqu'elles ne sont plus, n'est-ce pas, rattachées à de l'or. D'accord ? Bon, je ne vais pas rentrer aussi dans ce détail, sinon on va s'égarer. Bref, il ne te reste que l'immobilier. Donc, ce point pourrait aller à la partie adverse parce que c'est une vérité, sauf qu'ils essayent de nous retourner le cerveau en nous le reprochant alors que c'est notre seule alternative. Donc le point nous vient à nous. Donc j'ai envie de te dire de partout, balle au centre. Et la vérité, c'est que la vérité de tout ça, et j'en arrive à cette conclusion, c'est que mais tu dois faire de l'immobilier parce que demain, l'économie s'effondre, il y a une guerre et tu as des logements. Tu pourras toujours les échanger contre quelque chose parce que tu vas avoir quelque chose de tangible. Malgré tout ce qui peut arriver, malgré tout ce qu'il peut se passer, rien ne t'offrira autant d'options que l'immobilier. J'en suis désolé, mais là, avec une émission relativement longue, je te le consens, mais très claire, je viens de te prouver par un mécanisme très simple que oui, tu vas bloquer de l'argent, oui, tu vas être soumis à différents gouvernements, oui, il va se passer de nombreuses choses, mais, rien ne te garantira mieux que ça le fait de 1, pouvoir le récupérer, 2, pouvoir agir dessus, 3, pouvoir avancer. Il n'y a qu'une seule chose qui est une contre-indication que je t'ai donnée dans cette émission et que je me dois de te préciser avant de la conclure, c'est que pour effectivement, à un moment donné, investir dans de l'immobilier, il te faut une confiance dans le pays dans lequel tu investis. Parce que sans confiance dans les affaires, il n'y a pas d'affaires. Rappelle-toi de ça, c'est très important et le système français, malgré tout, présente l'avantage d'être un système très stable en termes de cadastre. Je le répète tout le temps, tous les gens qui me connaissent le savent. Et donc pour moi, c'est vraiment très important de te le préciser. Je n'ai pas glissé sur la partie des locataires de cette émission, etc. Mais bon, voilà, l'idée et le point final, le point d'orgue, c'est que oui, il peut y avoir des matraquages fiscaux, mais les Jean-François se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Regarde aux États-Unis, ils ont un Jean-François qui est un Jean-François immobilier et il fait beaucoup de choses pour l'immobilier américain, même si pour le coup, il les taxe aussi quand même pas mal. Ceci étant, en attendant, il a pas mal relancé le bâtiment là-bas. Et nous ne sommes pas à l'abri que le prochain Jean-François ou Jean-Françoise ne soit pas quelqu'un qui ne soit pas amoureux du bâtiment et ne relance pas cette activité. Tu sais, il ne faut pas se fier aux États, il faut se fier à toi avant tout, à ta responsabilité. Et je crois que c'est un terme qu'il faut que tu gardes. Sois responsable, choisis tes investissements, achète correctement, gagne de l'argent à l'achat. Et tu verras que peu importe le Jean-François, tu t'en foutras que ton argent soit bloqué. Parce que, et je vais finir là-dessus, si l'argent pour eux, pour ces gens-là, parce qu'ils y comprennent rien, et Jean-François, si tu m'écoutes, désolé, je t'insulte pas en me disant ça. Viens, je t'invite, tu viens là, Jean-François, on en parle, on fera une émission ensemble, et puis comme ça, je t'appellerai plus Jean-François.
Et on verra si tu y comprends quelque chose ou pas. Mais en tout cas, voilà. Pour les personnes qui savent faire, l'argent, il n'est pas stérile parce que, encore une fois, l'argent, il est réinjecté par la personne qui l'utilise dans le pays dans lequel il vit. L'argent, il est productif. Regarde, moi, je fais des rénos et on fait des rénos et on améliore notre parc. Et enfin, l'argent, il n'est pas bloqué parce que, et c'est avec ça que je vais finir, si tu sais bien t'en servir, tu peux t'en servir aussi de levier. Et en faisant un levier, tu récupères encore de l'argent et là, tu le réinvestis. Et donc, tu fais fonctionner l'économie. Tout ça n'est qu'une vision de l'esprit. Tu es libre de choisir ta propre théorie. Tu sais que j'adore faire ce genre d'émission, mais là, c'est la conclusion. Comme d'habitude, pense à me laisser une note si tu l'as aimé. Pense à me laisser un commentaire. Pense à prendre le téléphone d'un de tes potes et à l'abonner sauvagement à cette émission. Ça m'aide énormément. Moi, je te retrouve dans la prochaine émission. J'ai adoré. Tu peux m'envoyer tes messages. Je traiterai dans les prochaines émissions des fichiers son comme ça, c'est super. Et on va donc conclure cette émission avec la phrase que je veux que tu gardes absolument en tête et qui est juste mémorable. Les 100 000 euros, ça n'existe pas. S'il y a un grave problème, il est évident qu'il n'y aura même pas 10 000 euros de garantie.